top Black Panther, donc le ultimissime blockbuster de chez Marvel, hein, le film qui bat tous les records, surtout aux États-Unis. Eh bien, il est enfin arrivé chez nous. Bon, il y a un petit moment, on est en retard et c'est une chronocritique un petit peu spéciale parce que j'ai Ganesh avec moi et qu'on va en parler. Salut. On va en parler très très vite parce que ça reste quand même chronocritique, mais là c'est double critique. Alors du coup Ganesh, Black Panther bien sûr, c'est l'histoire eh bien, du héros Marvel qu'on avait vu dans Civil War et qui là donc eh bien on voyage avec lui dans son propre pays. On voit que c'est un petit peu le Iron Man local, il s'appelle T'Challa et eh bien comme il fait un petit peu le con, il se retrouve destitué, il est victime des eh bien, péchés de son propre père. Des lois tribales finalement. Et des lois tribales, voilà. On va pas en dévoiler un peu plus sur le synopsis du film. Est-ce que tu peux nous dire, Ganesh, ce qui t'a plu dans le film? Alors moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est que pour une fois, ça se déroule ailleurs que les sempiternels New York, les sempiternels tour des Avengers et tout ça. On se rend compte que pour la première fois, alors en plus dans un endroit qui semble littéralement être quelque chose de réel. Ah oui, d'accord. Non mais quelque chose de réel, c'est que avant c'était là on est à Asgard et tout. Là c'est alors le Wakanda n'existe pas bien évidemment, mais tu sens que c'est en Afrique. Alors ils ont pas tourné une seule scène en Afrique à ce qui paraît, mais en tout cas tu vois d'autres endroits que le. Ah non, c'est vrai. Et c'est vrai que la recherche sur le Wakanda, et tu sens qu'ils ont beaucoup taffé. Ils ont les costumes et la production, même globale, mais les costumes ont pas mal, marqué. Ils sont vraiment extrêmement beaux. C'est plutôt cool. C'est vrai qu'il y a le côté menace globale avec le fait qu'ils vont à Hong Kong ou. Etc. Genre tu sens que voilà, genre les Avengers c'est plus un truc qui se passe que à New York avec des buildings, etc. Bon, est-ce que t'as un autre gros point fort du film que tu retiens? Autre gros point fort du film, c'est que on a un casting avec des individus, alors sans mauvais jeu de mots, haut en couleur. C'est-à-dire que Shuri, la sœur de T'Challa, elle est incroyable, elle est super stylée. Moi je lui mettrais quand même des baffes. Hein. Oui, non mais honnêtement, je lui mettrais quand même quelques baffes. Non mais bien sûr, je veux dire, on est au niveau de Ashley. Moi j'aime bien le personnage de M'Baku, je trouve qu'il joue très bien. Il est plutôt stylé et surtout il n'est pas dans son costume du comic, c'est-à-dire avec une belle cagoule de gorille. De gorille à dos argenté, donc un mec en fait avec un kigurumi de singe en mode genre voilà quoi. Alors par contre voilà, donc le Wakanda, bon c'est vrai, c'est super machin bidule, même si en fait moi l'un des trucs que j'aime bien aimer dans le film c'est qu'il essaie de t'expliquer que finalement le Wakanda c'est pas tout blanc. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Non mais en vrai voilà, il y a ce côté genre en fait le personnage doit faire son autocritique, doit faire l'autocritique de son propre pourtant d'un système qui est vertueux et qui lui correspond, etc. Et il se rend bien compte que il y a un petit problème quand tu fais voilà, le Wakanda c'est la cité, c'est le joyau de l'Afrique, mais en même temps il y a un système qui permet que aux Wakandiens de s'identifier entre eux, sinon tu n'as pas le droit de rentrer au Wakanda. Au sein même du Wakanda, il y a une ségrégation. C'est vrai. Donc en fait il y a plein de problèmes. Le Wakanda c'est assez horrible tel qu'il est présenté, et en fait là même quand on quitte le Wakanda c'est juste le début d'une espèce d'ouverture et tout. Bon, sans spoil, mais c'est vraiment genre c'est pas le paradis quoi. C'est pas vraiment le paradis. Par contre, c'est clair que les scènes d'action et la prod, vraiment nickel. Et puis bien sûr, voilà, toute la recherche, moi, voilà, des mecs qui chevauchent des rhinocéros, tout ça, je trouve ça stylé. C'est vrai du coup que le côté mélange tribal et technologie est super bien fait. Il y a toute une recherche avec, au lieu d'avoir des hologrammes, on a des espèces d'affichage en sable kinétique. Une espèce de vibranium qui bouge. Voilà, et ça du coup, c'est quelque chose qui existe plus ou moins, hein, mais qui a été bien fait, parce qu'en général, c'est vrai qu'on se tape toujours des espèces de petits hologrammes à la con, alors que là, tout est avec cette espèce le de Wakanda sable, a sa propre truc. Technologie. Et c'est vrai que ce film là tu peux le voir en dehors de tout Iron Man, tout autre Marvel, et il a pas la même saveur. Il a un côté pour moi beaucoup plus péplum ou saga épique à la Charlton Heston, etc. Notamment dans le fait que voilà, le héros est déchu, il revient, etc. Il y a des trucs un peu de gladiateur. Après voilà, moi ça me pose problème en termes de diégèse de me dire genre le Wakanda est hyper avancé, mais par contre politiquement on est à l'âge de pierre.
Et d'un côté ils en sont très fiers, mais d'un autre côté ils voient bien les limites de ce propre système et ils sont confrontés à ça dans le film, notamment par le fait que le méchant a toute légitimité de faire ce qu'il fait, sauf là voilà, en fait la péripétie principale c'est finalement ah oui mais non mais pas quand c'est un connard, et voilà. Et du coup, pour parler du méchant, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film, c'est que le méchant est 14-20 milliards de fois, ça n'existe pas comme chiffre, mais plus charismatique que T'Challa. Ouais. C'est-à-dire Michael B. Jordan, ouais. il est incroyable de charisme, il est cool. Par rapport à Chadwick Boseman. Voilà. Ouais, alors moi, et pourtant ce qui est marrant, c'est que pour moi, Black Panther, c'est le highlight de Civil War. S'il y a vraiment un personnage que je retiens dans Civil War et qui brille vraiment et qui est là genre oh putain c'est quoi ce délire, c'est T'Challa. Et finalement c'est vrai qu'il est un petit peu overshadowed par le méchant Killmonger, qui pourtant Killmonger a quand même parce que j'ai vu pas mal passer de critiques positives par rapport à Killmonger. Alors il joue très bien, il n'y a pas de problème, son costume est hyper charismatique, hyper charismatique et tout, mais par contre son plan c'est quand même en fait le problème c'est que tu vois, comme je disais, il y a un truc qui est assez intéressant du fait que le Wakanda et le héros doivent faire son autocritique, y compris la critique de ses pairs, mais en même temps le méchant lui. Et donc en fait le film te pose une base quand même un petit peu genre attention voilà c'est pas manichéen non plus la vie, tu vois, genre c'est pas juste parce que t'es le héros que t'es le gentil ou que tout est beau chez toi. Et lui, mais d'un autre côté le méchant lui il est méchant à un point que c'en est assez stupide finalement. Un peu absurde, ouais. C'est un peu absurde et surtout qu'ils te le vendent comme un génie, tu vois, genre premier du MIT, machin bidule et tout. Dis pas tout non plus. Non mais genre il est vendu comme un génie et pourtant son plan est finalement assez ridicule, voire même un peu bête et méchant quoi. Après, ce que j'ai bien aimé à ce niveau-là, c'est que du coup ça en fait limite le Dark Knight, en mauvais jeu de mots, du MCU finalement. Parce que un méchant plus charismatique que le héros, parce que depuis, enfin je veux dire même Iron Man, c'était pas comment il s'appelait, c'était pas Robert Downey Jr. Non mais je veux dire Robert Downey Jr. c'était toujours lui qui était le plus charismatique. Oui bien sûr. Je veux dire par là que c'était pas Ah ben le méchant du 1 de toute façon tout le monde l'a oublié. Oui attends c'était pas Jeff Bridges. Peut-être. Voilà bah bref. Il était tellement pas charismatique qu'on s'en souvient pas. Mais là, Michael B. Jordan, il surpasse tellement l'importance qu'on peut donner à Chadwick Boseman que pour moi c'est le Dark Knight du MCU. D'accord, ouais. Et du coup, alors bon, moi j'ai essayé de rebondir un petit peu sur les trucs dont on a parlé, mais est-ce que t'as vraiment un gros défaut avec ce film ? Alors j'ai un défaut avec ce film, c'est que il a le syndrome Iron Man 1, c'est que le méchant a le même costume que le héros. Ouais, et du coup ça crée un anticlimax en fin de partie quoi. Et que du coup t'as l'impression de voir deux fois le même gars qui se battent. Enfin je veux dire, de tous les films Spider-Man qu'on a eu, il y en a toujours eu aucun avec vraiment pour de vrai Venom ou Carnage. Alors que du coup là, premier film de Black Panther qu'on a, c'est directement Killmonger avec les mêmes fringues que lui. Je trouve ça un peu, au niveau de la recherche, tu vois pas de trucs nouveaux. Alors, ce qui est terrible, alors que pourtant il y a plein de personnages secondaires qui ont des super costumes, qui ont des super styles de combat. C'est vrai. Alors que c'était déjà un truc que moi j'ai bien aimé dans le truc avec tête de patate là, celui qui est le magicien là. Doctor Strange. Doctor Strange, voilà. J'avais bien aimé les personnages secondaires. Donc voilà, le gros chinois, le chinois plus maigre, tout ça. Justement. Et là, du coup, on a des personnages secondaires qui sont assez cool, qui sont vraiment assez cool et qu'on a envie de revoir et qui sont pas trop, qui passent pas trop inaperçus, comparé à T'Challa. Une force du film et une défaite du film, c'est que là, tu viens de me parler de Doctor Strange, et là, je me souviens de ce fameux mème Dormammu, je viens marchander. Ouais. Tu n'as aucun équivalent dans Black Panther. Il y a peut-être des petites vannes rigolotes dites par Martin Freeman, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de truc où tu te marres vraiment vénère. Et c'est pour ça que tu vois, je trouve que ce film me rappelle plus une espèce d'épopée façon Ben-Hur. Alors bien sûr avec la coloration bien, et ce qui est dommage. Voilà, avec la coloration Marvel, gardons, voilà, sachons. Raison gardée, c'est pas non plus le plus grand film politique de l'histoire, c'est pas non plus, voilà, ça reste. Mais il y a quand même un minimum de côté politique. Ça reste un péplum marvelisé. Avec en fait du coup qui reste ancré dans la politique, mais de toute façon c'est dans l'ADN des comics, genre de toute façon les X-Men ça a toujours parlé des homosexuels ou de la ségrégation, etc. Donc en fait de toute façon comics et politique vont ensemble, et comme l'avait dit Karine Desbages, tous les films sont politiques, mais du coup c'est pas un film, en fait ce qui va ressortir du film pour moi ça va pas être sa portée politique, parce que ça reste quand même
quelque part un petit peu, c'est pas du populisme non plus, tu vois, mais ça reste un peu le b.a.-ba du truc, ça reste un peu gentillet, mais par contre c'est pas un film qui fera polémique, c'est pas un film qui non, clairement mais pas. par contre voilà, c'est une très belle, moi j'ai vu ça comme une bonne épopée, en fait, vraiment, je sais pas pourquoi, genre j'ai baignure dans la tête, voilà, c'est une espèce d'épopée héroïque. C'est le héros d'un pays, c'est le héros d'une tradition, le héros d'un peuple. Voilà, et genre du coup, au niveau des péripéties, c'est assez classique, mais c'est hyper bien produit. Ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir dans Marvel. Ce qui va être marrant, c'est de le voir inclus dans Infinity Wars. Mais voilà, Black Panther, est-ce que c'est le meilleur film de l'année que t'as jamais vu, etc., ou le meilleur Marvel? Moi, je pense pas en vrai, parce que justement, en fait, c'est un très bon film. C'est une bonne épopée, c'est un bon film d'aventure. Il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent pas du tout en termes de scénar. Ouais. Donc, tu vois, pas pour en faire genre le truc waouh, mon dieu, il faut se prosterner, etc. Disons que. Donc, moi, je balance une petite overhype sur 20, même si le film reste un divertissement sympathique. Disons que c'est un bon film pour donner de l'importance à Chadwick Boseman. Je pense que le gros film Marvel, il arrive là dans un mois et demi, c'est-à-dire Infinity War, qui risque d'être incroyable, je pense. Donc voilà. Et Black Panther est quand même un sacré morceau à se taper. Comparé à un Thor Ragnarok qui est une grosse poilade et que genre moi Thor Ragnarok, on y a est pas de déjà à l'épisode 3 de Thor. Ouais, mais je l'achète en Blu-ray, j'ai envie de le revoir, pas forcément le 1 ou le 2. Là, Black Panther, avant que je me le retape, il y a un moment. Oui, genre tu seras obligé pour le mater que ça passe. Donc est-ce que tu as une note sur 20 à donner à Black Panther? Moi c'est semi-overhype sur 20. Moi je vais dire Wakanda sur 20. C'est-à-dire qu'on connaît pas la note, mais elle existe. Paf, deuxième chronocritique en compagnie de Ganesh. Alors attention, on essaie de faire court, mais finalement ça ne l'est pas. Tout de suite, on va parler de Disaster Artist, donc le film adapté du livre qui relatait le making-of et la création d'un film, l'infameux The Room, le film de Tommy Wiseau, personnage très mystérieux de la vraie vie pourtant, qui a produit donc un des films connu comme l'un des pires films de l'histoire et pourtant qui a réussi à se faire une place au sein de la pop culture. Là, il a reçu le film lui-même, la Disaster Artist, a reçu pas mal de récompenses. Du coup, Tommy Wiseau est de nouveau sur le devant de la scène, alors qu'à l'époque, c'était un même internet vivant, bien avant David Lafarge. Du coup, Disaster Artist, donc c'est l'histoire, bien sûr, d'un jeune acteur débutant qui rencontre un personnage très fantasque qui poursuit pourtant le même rêve et qui a étrangement plein d'argent, plein de moyens, et qui lui dit écoute, on va à Los Angeles, et petit à petit ils disent écoute, on s'en bat les couilles, si on trouve pas de travail, on fait notre propre film, et ça a donné le résultat connu sous le nom de The Room, qui est devenu depuis un espèce de film culte, un des nanars les plus fameux, surtout un des nanars récents, modernes. Oui, parce qu'il date de 2003. Ouais, le film date de 2003. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de Disaster Artist? Du coup, je donne les points. Quels sont les points positifs pour toi? Alors, les points positifs pour moi, c'est l'interprétation de Tommy Wiseau par James Franco, qui est juste incroyable. Fantastique. C'est-à-dire que alors, on connaît tous James Franco, la manière dont il joue, mais quand on connaît Tommy Wiseau, on se dit ah ouais putain, il le refait vraiment bien. Et ça, du coup, on rentre vraiment encore plus dans le film. Il y a presque un côté, ils l'ont recréé en 3D tellement c'est bien fait. Alors que la gueule de James Franco, on la connaît. Il n'a pas la tête de Tommy Wiseau du tout. C'est clair. Voilà, et les cheveux longs, les chaînes, le mec habillé n'importe comment, qui parle n'importe comment avec son accent, on ne sait pas d'où. Soi-disant de Nouvelle-Orléans, soi-disant. Voilà, alors l'accent, on peut quand même démystifier vite fait Tommy Wiseau. C'est un Polonais qui a vécu en France et qui a de la famille qui s'était réfugiée à l'époque en Nouvelle-Orléans. Point. Voilà, et il a 60 balais. D'où trouves-tu Mais c'est sur Wikipédia, et en fait voilà. Mais le truc c'est que le personnage veut être une légende vivante. Par contre, son argent vient de sources un petit peu frauduleuses. Et du coup, alors Disaster Artist, parce qu'en fait voilà, il faut séparer deux choses. Disaster Artist, un film que j'ai trouvé vraiment excellent en fait, parce que James Franco et Seth Rogen, je les vois venir à 10 km et moi ils me reloutent un petit peu. Au moment, ça devient une espèce de soupe
Et pourtant, d'autant que Seth Rogen il joue juste un rôle mineur. Voilà. Et pourtant, tu vois, j'adore Zack et Miri font un porno, etc. Alors que pourtant, c'est du Seth Rogen pur. Mais là, tu vois, je les attendais au tournant parce que c'était une histoire que je connais un petit peu bien, etc. Et je dois avouer qu'en termes de ton du film, ils ont pas essayé de faire de la comédie potache. Les bandes annonces c'était un peu cringe pour moi parce que c'était là genre putain, mais tout le monde s'est déjà moqué de The Room de la même façon. Avec d'ailleurs une interprétation de James Franco. I did not. Il le fait trop. Qui est peut-être un peu trop forcé. Il le fait beaucoup trop forcé. Du coup, tu vois, je le voyais venir d'un mauvais œil et finalement, le ton du film est plus proche d'un Be Kind Rewind. Oui, très bienveillant finalement. C'est bienveillant, mais même en fait, il y a cette espèce de côté tranche de vie qui juge pas. En fait, il laisse parler l'awkwardness de la truc sans la forcer. C'est pas relou. C'est pas un film qui essaie de faire des blagues prout-prout, poète-poète, non, quoi que ce soit. Clairement pas. Et heureusement d'ailleurs. Il essaie de te montrer le truc. T'as l'impression que c'est quasiment neutre et t'as l'impression que c'est presque un documentaire. Tellement tu rentres dans le jeu du film, tu vois ça comme un vrai biopic. En fait, c'est vraiment considéré comme il est vraiment traité comme un biopic et pas comme une comédie potage. Alors, les bandes annonces laissaient penser que ça allait être genre juste on se fout de la gueule de Tommy Wiseau. Le mélange des genres est bien fait parce qu'il est en même temps comédie potache et en même temps biopic. Voilà, parce que le film arrive à être prenant, touchant et en même intéressant et en même des fois cringe et des fois juste drôle. Parce que l'un des autres points forts, c'est que la recréation des scènes de The Room a été faite au millimètre de poil de cul près. C'est-à-dire c'est incroyable que Tommy Wiseau se dise en 2003, tu sais quoi, bientôt il y a des vrais gars d'Hollywood, ils vont refaire exactement toutes les scènes que t'as fait, ils vont les refaire au millimètre près. Genre, ça c'est quand même incroyable, le taux de dévouement, d'abnégation que les gars ils ont eu. C'est vrai que un film la quand passion, même. Voilà. La passion, assez mais il paraît que alors j'ai pas lu le livre, mais il paraît que c'est genre assez dingue. Qui est assez gros. Alors, petite anecdote rigolote, c'est que Tommy Wiseau avait dit que seul 30% du livre était vrai, mais quand il a vu le film, il a dit 70% du film est vrai. Après, peut-être que le film fait l'impasse sur énormément de choses. Sur pas mal de choses, ouais. C'est possible. Alors, du coup, donc moi, franchement, je trouve que le film est vraiment bien fait et il a un ton qui est suffisamment entre le sérieux et la comédie, etc., qui est très très juste et étonnamment, alors qu'à la base, t'as l'impression que c'est juste une grosse farce pour se foutre de la gueule de Tommy Wiseau, parce que Tommy Wiseau, justement, en a fait totalement son faux de commerce, faut bien le dire. Et du coup, moi, j'ai une petite réserve. Les gens l'ont découvert avec ça. Et en fait, le seul truc que moi, en fait, la seule réserve que j'ai, elle est externe finalement au film, c'est que Tommy Wiseau, même après avoir vu ce film, en fait, c'est que pour moi, ce film participe à faire de Tommy Wiseau un personnage de dessin animé dans la vraie vie et hyper sympathique, et du coup, les gens vont plus. Toi-même, t'es allé à des projections et t'as ton autographe de. J'ai mon autographe de Tommy Wiseau sur mon DVD de The Room. Et moi, en fait, genre, quand tu reprends les faits un à un, etc., Tommy Wiseau reste. Avant tout, tu vois, moi j'avais lu beaucoup de chroniques en mode genre c'est bien pour tous les rêveurs, pour tous les gens qui veulent faire des trucs avec rien, etc. Alors que pour moi non, parce qu'en fait l'histoire de Tommy Wiseau c'est un mec qui a une source d'argent très mystérieuse, pour ne pas dire mafieuse et un petit peu sans fond, du coup qui en fait a forcé en fait le passage pour être via l'argent en fait pour produire son film, être diffusé en cinéma, etc. Et surtout, en fait, moi, je l'ai vu aux premières loges. En fait, la censure qu'il a exercée sur tous les premiers, sur la première vague de critiques internet. Et donc, c'est vrai que tu vois, genre, le film dans Disaster Artist. À la fin, en fait, il remballe tout. Genre, le film, il est emballé, c'est pesé. Spoiler, mais il le montre dans la bande-annonce, de toute façon. De toute façon, il le montre dans la bande-annonce, mais tu vois l'avant-première, la première du film. Et en gros, ils essaient d'emballer tout comment ça s'est passé. Mais en fait, ça s'est passé sur 10 ans, la réception du film. Comment Tommy Wiseau n'a pas admis tout de suite que c'était de la merde. C'était l'œuvre de Derrière, sa vie, il a expliqué que c'était ensuite une dark comédie, que c'était fait pour... C'était pas sérieux, etc. Maintenant, c'est son fond de commerce. Maintenant, derrière, il refait des films exprès de merde en faisant des caisses. Là, il fait. Je me demande ce que ça donne d'ailleurs le best friends, je sais pas. Ouais, genre voilà. Et bref, et moi j'avais même vu à l'époque une émission de gameplay de jeux vidéo de Tommy Wiseau. C'était le Tommy Wiseau Show et il était sur un astronef dans la lune et en fait il jouait à Mortal Kombat et tout et il disait de la grosse merde. On disait qu'il disait un prompteur. C'est très bizarre, sachant que voilà, le Nostalgia Critique à l'époque avait fait une chronique de The Room en fait en se moquant ouvertement du film parce que le film en lui-même est assez ridicule, assez. Oui, tout à fait. Après, tu vois, un film qui est maladroit, etc. Mais en fait, se
moquer, on a prouvé par A plus B, avec Troll 2, etc. qu'en fait c'est bénéfique pour un film. Parce que The Room, sans son côté maladroit, ne serait qu'une immonde merde totalement oubliable. Il y a des films comme ça, il y en a des tonnes dans les sagas pour M6, etc. dont personne ne parlera jamais. Mais sauf que Tommy Wiseau arrive à être tellement mauvais ou maladroit, mais maladroit, tu vois, c'est plus bienveillant. Alors, bref, et du coup il a tellement pas assumé ça qu'il a censuré donc des gens que moi je connais personnellement, que ce soit Doug Walker ou Alison Pregler, qui était connu sous le nom de Obscuris Lupa, sous un pseudonyme. Il s'est comme pseudo représentant de Tommy Wiseau, alors que c'était totalement Tommy Wiseau, pour censurer qui va représenter ce gars-là et menacer les gens qui osaient critiquer The Room en tant que nanar. Parce qu'il n'assumait absolument rien du tout. C'était une pratique quand même relativement dégueulasse et qui était de couper l'herbe sur le pied des gens qui essayaient juste de faire des chroniques ciné sur internet. Et finalement derrière maintenant, voilà, quand il passe la balle à tout le monde sur le cinéma et tout, tu te dis bon, déjà il a bien retourné sa veste. En plus ça ne lui apportait rien, sachant que le mec est déjà riche. Oui, bah, ils sont bizarres. Donc en fait ça ne lui apportait rien. Il aurait pu ne jamais faire ce truc-là. Et du coup pour moi, en fait, je terminerai là-dessus, c'est que en fait Tommy Wiseau, même si le film lui donne un côté humain, sympathique, etc., et même il est extrêmement bien joué par James Franco, ça reste un personnage atypique, certes, et très intéressant, mais par contre, il reste, à mes yeux, totalement antipathique. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une avant-première de The Room aller gratter ma selfie avec Tommy Wiseau, parce que moi je trouve que vous ne connaissez pas le personnage. C'est même pas un bon exemple justement pour tous les rêveurs qui veulent produire leur truc, parce que en fait le mec n'a réussi que grâce à son pognon. Alors moi ce qui m'a gêné dans le film et que j'ai bien aimé en même temps, c'est que c'est aussi enfin je veux dire on a l'impression que The Room a été mis en avant vraiment par James Franco et son frère d'ailleurs qui joue un Greg Sestero formidable, parce que on le connaissait pas du tout et il arrive à bien jouer ce bonhomme là. Il joue très joue très bien dans, comment il s'appelle, le petit frère de James Franco, il joue très bien dans 21 Jump Street. Voilà, bah je savais pas qu'il était dedans. Et moi ce qui m'a gêné du coup, c'est qu'on avait l'impression que tout le lore autour de The Room n'était dû qu'à l'intérêt que lui ont porté Seth Rogen, James Franco et tout ça. Alors que moi j'ai connu ça en 2008, 2009. Le film était largement quand Doug Walker, That Guy with the Glasses, faisait des reviews, des parodies du truc. Et justement le fait d'oublier, d'occulter ça, c'est un petit peu comme parler d'un mème sans parler d'un des premiers gars qu'on a parlé. Et comme tu dis, non mais c'est vrai. Dire directement que non mais attends, il a tout de suite les gens rigolent du film. Bon, on va dire que c'était pour rire. Non, ça se sent comme ça. Ça s'est vraiment pas passé comme ça. Et ça me gêne un petit peu que ce soit un peu glooby-boulgué de cette manière, en mode bon bah ok, c'est comme ça que ça marche. Parce que là c'est le soir même Tommy Wiseau assume. Alors que pas du tout. Je suis même sûr et certain que le premier soir, les gens ont jeté des tomates. Enfin, je suis sûr et certain qu'ils se sont pas marrés comme ça. C'est-à-dire un film nul dont tout le monde se branle. C'est-à-dire maintenant on a envie de regarder The Room, on a envie d'aller avec ses potes au Grand Rex, oh là là il y a Tommy Wiseau dans la salle, oh Spoon chaque fois qu'il y a une cuillère, enfin j'y étais, j'ai vu comment ça marche. Mais à l'époque, en 2003, les gens sont battés les couilles de ce gars-là. Je t'assure et certain que ça s'est pas terminé comme le film avec une standing ovation. Oh ce film est génial. Non, c'est-à-dire que vraiment ce film ça aurait limite pu être une série de Netflix. Une série de Netflix qui te montre le gars qui galère, et au bout d'un moment, dit et si on marketait le film comme un film drôle, là peut-être ça aurait pu être sympa. En fait c'est vrai qu'il manque peut-être 20 minutes de film sur le vrai phénomène comme il y a dans le film sur Troll 2 par exemple. C'est ça. Voilà, donc du coup moi Disaster Artist par contre je recommande ce film à 100% parce que par contre le film reste extrêmement bien fait et très intéressant et fait avec beaucoup de justesse et j'ai pas vraiment de défaut à lui donner sinon le problème que en fait il essaie de démystifier Wiseau tout en lui redonnant de la légende, parce qu'à la fin ils disent on sait rien sur lui finalement, etc. Alors qu'en fait on sait quand même pas mal de choses sur lui, c'est bon, on est quand même sur internet, on est quand même en 2018 et le mec est totalement vieux et totalement polono-français et du coup à part ça, voilà, mais ça c'est externe au film lui-même, le film lui-même de façon intrinsèque, je préfère largement vous dire regardez Disaster Artist plutôt que acheter le DVD de The Room pour James Franco.
Et ben pour moi, ce sera pareil, d'autant que j'ai presque envie de dire que c'est presque un Ed Wood de Tim Burton contemporain. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent regarder Ed Wood de Tim Burton et se dire ah mais bon mais nous on s'en branle de Plan 9 from Outer Space. Et là franchement, alors c'est cool que ça a été fait du vivant du gars, que du coup... Bon après Ed Wood c'est sûr dans les années 40-50 c'était compliqué de lui rendre hommage, mais il y a un côté... En plus le film est relativement pareil quand il réfléchit, Ed Wood et ce film-là. Et du coup c'est un film très très intéressant parce que même si effectivement l'histoire s'est pas passée comme ça, c'est quand même inspirant de voir des gens qui se lancent dans une... Après le film The Room il est à chier, c'est très drôle. Mais c'est quand même très très drôle de voir l'envers du décor d'un mauvais film en fait. Et ça c'est très intéressant. Et voilà, il y a quelque chose qui est très intéressant quand même dans The Room, c'est que sur le tournage en fait, il y a des scènes qui fonctionnent parce qu'il y a des acteurs qui donnent tout. En fait, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais déjà lu, c'est que jusqu'à la sortie au cinéma, personne ne sait si c'est en train de faire un bon ou un mauvais film. Oui, c'est ça, tu peux pas savoir. Tout à fait. Enfin bref, The Disaster Artist, pour moi, eh bien, c'est un sur 20. Ganesh, une note. You are tearing me apart, Lisa. Sur 20. Je fais bien, hein. Non, voilà, écoutez les amis, donc on remercie Ganesh et j'espère que ça vous a plu de faire cette petite chronocritique un petit peu à la va-vite. Mais bon, on se retrouve très vite pour une chronocritique de Tomb Raider et Shape of Water très rapidement. Moi je vous laisse avec un petit projet du nom de Rocket Queen. On vous le présente ça tout de suite. Salut à tous, les amis, ici Benzaï pour vous présenter un petit projet qui s'appelle Rocket Queen. C'est un court-métrage de fin d'études de ces jeunes gens. Donc là je vous présente Théo, le réalisateur. Théo, c'est quoi Rocket Queen ? Alors Rocket Queen, du coup, ça va être notre petit film de fin d'études de 3IS, en fait, l'école de Cinoche dans laquelle on est. On va raconter l'histoire de Léa, qui est une petite fille d'une dizaine d'années, et qui, malgré les interdictions va lui poser sa mère, elle va à tout prix vouloir conduire la vieille Ford Mustang de son défunt père, en fait. Donc il y a une Ford Mustang dans ce film ? Ouais, il y a une Ford Mustang 70. Est-ce qu'il y a des zombies ? Malheureusement non. Est-ce que c'est post-apocalyptique ? Non. Est-ce que du coup, est-ce que ça va être bien ? Mais ouais, je pense. Ouais, non, si. J'espère. Il y a une petite astuce quand même dans ce film. La jeune fille va être incarnée par une femme adulte lors de ses phases où elle va trouver un petit peu la foi de confronter l'autorité parentale. Et ça m'a bien plu ce concept. Et on a vu quelques essais caméra autour d'une Ford Mustang et c'est quand même plutôt joli, je dois bien l'admettre. Et moi là en fait, qu'est-ce que je fais là ? Bah écoute, nous on est venu te voir parce que du coup on monte ce projet, etc. Et parce que la scène d'intro de Rocket Queen, du coup, qui présente un peu tout l'univers de la gamine et notamment le passé de son père, on fait ça en voix off avec des voix de présentateurs et plein de voix dans une espèce d'ambiance de course, quoi. Ouais. Et donc du coup voilà, on se disait que toi, ça pourrait peut-être t'intéresser et éventuellement... Tu veux que je fasse donc la voix de mon mauvais Nelson Montfort qui commente des sports automobiles façon Speed Racer. Attention Volontiers. Les fous volants, Satanas et Diabolos, pas de problème. Avec une version anglaise, une version espagnole, une version dans toutes les langues, c'est ce qui compte. Ah, dans toutes les langues ? Si tu peux, ouais. Mais je parle toutes les langues. Moi, je vais essayer de tout donner pour faire ma petite voix off et puis donner un petit peu de relief à la vibrante histoire du père de Léa. Exactement. Et toi, tu vas essayer de faire de belles images, c'est ça ? De belles images, de beaux dialogues, de beaux acteurs, etc. On va essayer de faire de beaux acteurs. Ça, c'est ça, c'est la promesse de cette production sur Ulule. Donc, les amis, si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne, j'imagine qu'il y a quand même quelques visuels. Et puis les tests, moi, que j'ai vus, qui sont vraiment pas mal. Et ça m'a pas mal donné confiance dans le projet parce que je me suis dit, oh, ils sont jeunes, oh là, mon dieu. Ils savent pas c'est quoi une Super Nintendo. Du coup, finalement, ça m'a quand même bien mis la confiance de voir un petit peu qu'ils savaient quoi faire de leurs 10 doigts. Donc moi, je mise sur Rocket Queen.